Bonjour à tous, merci Hélène pour cette présentation, introduction très claire. Donc moi, vous allez voir que dans la présentation, je ne vais pas m'atteler à préciser certains concepts qui ont déjà été bien introduits par Hélène. Je vais m'en tenir à vous présenter quelques données disponibles qui concernent les espèces piscicoles qui sont disponibles en Bretagne. Passez la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc moi, je suis Gaëlle Germis, directrice de l'association Bretagne Migrateur. Donc vous allez voir que moi, je vais centrer quand même la présentation sur les données qui sont liées aux poissons migrateurs qui sont disponibles en Bretagne. Je vais élargir un petit peu sur d'autres données disponibles qui concernent d'autres espèces que vous pourrez aller collecter dans le cadre du diagnostic territorial. Voilà. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on ne t'entend pas, Florence. Oui, merci. Donc, je pense que certains d'entre vous ont connaissance du kit méthodologique qui avait été établi par le CRESEB en 2015, qui consistait en fait à définir les débits minimums biologiques. Donc, il y a quelques éléments de ces travaux que je vais reprendre, en fait, puisqu'il y a dans la réflexion et dans la manière d'établir le diagnostic du territoire, et notamment plus particulièrement sur les espèces piscicoles, il y a quelques éléments intéressants, donc, notamment sur les étapes en fait, et la manière dont on va prendre en compte en fait, l'analyse des données sur les espèces piscicoles. Donc, la question qu'on se pose, c'est dans le cadre des diagnostics territoriaux, c'est d'identifier les enjeux piscicoles d'un cours d'eau et la sensibilité des espèces à l'étiage. Donc, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que les tronçons, enfin, quelle espèce de poisson les tronçons de bassin versant accueillent-ils? Quelle est l'abondance en termes d'espèces piscicoles qu'on peut avoir sur ces tronçons? Et est-ce que les variations des abondances qu'on a pu constater vont être liées à des problèmes de déficit en eau ou pas, ou à d'autres facteurs autres que les débits, tels que la chimie des eaux, les obstacles à l'écoulement, ou encore l'altération de la morphologie des cours d'eau. Donc pour cela, pour répondre à l'ensemble de ces questionnements, on va pouvoir réaliser un diagnostic territorial qu'Hélène a pu évoquer tout à l'heure, notamment en identifiant les espèces présentes, les enjeux piscicoles de chacun des tronçons du bassin versant. Donc la première étape, ça va être de définir les espèces piscicoles ou le groupe d'espèces qu'on va prendre en compte sur chacun des tronçons ou des tronçons sur lesquels on va travailler. C'est ensuite d'évaluer l'état général des populations piscicoles de ces masses d'eau, et puis d'évaluer l'impact potentiel des paramètres autres que les débits qui peuvent avoir un impact sur ces variations d'abondance. Alors, on va prendre en compte les paramètres physico-chimiques, on peut prendre en compte l'accessibilité du cours d'eau et on peut prendre également en compte les altérations morphologiques qui ont été évoquées tout à l'heure, avec notamment le recalibrage des cours d'eau qui peut avoir un impact du coup sur la modification des abondances de certaines espèces. Et puis, en option, si les données le permettent, ce sera d'analyser le rôle de l'hydrologie vis-à-vis de ces espèces piscicoles en jeu. Alors, un autre point qu'a évoqué Hélène également tout à l'heure, ce qui va être essentiel aussi, c'est d'identifier les tronçons à enjeu au regard de la sensibilité des espèces piscicoles. Donc ça, je vais l'évoquer également, puisqu'on a quelques données qui pourront vous aider en fait à définir ces tronçons à enjeu. Alors, diapo suivante, pardon. Alors, la particularité de la Bretagne, c'est qu'on a la chance en fait, d'avoir des populations de poissons migrateurs intéressantes, avec des abondances non négligeables, notamment pour le saumon atlantique. On est une des rares régions de France en fait, à avoir autant de saumon atlantique sur nos cours d'eau. Donc les données, on a pas mal de données qui sont disponibles relatives aux poissons migrateurs. C'est lié aussi au fait que ce sont des espèces menacées qui sont suivies depuis déjà 20 voire 30 ans sur certaines rivières. Donc c'est des données qui pourront être mobilisables dans le cadre de ces analyses HMUC. Alors, dans le choix la première étape, ça va être de déterminer les espèces piscicoles et d'évaluer l'état des populations piscicoles. Donc, pour cela, il y a différentes données qui sont déjà disponibles.
L'aire de répartition des poissons migrateurs est disponible sur Géobretagne, hein, toutes les couches de la présence notamment de l'anguille, saumon, alose, lamprey marine sont des données qui sont mises à disposition sur Géobretagne. Vous allez pouvoir également mobiliser, donc là Hélène en parlait tout à l'heure, des métriques et des éléments de l'indice de l'IPR, en fait, de l'indice poisson-rivière. Et plus particulièrement, vous allez pouvoir également mobiliser les données de l'OFB qui renseignent sur les peuplements piscicoles par station et par espèce. Et puis après, sur les poissons migrateurs, on a des données plus spécifiques qui concernent notamment le saumon, l'anguille et la lamproie marine qui peuvent être mobilisables. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour préciser un petit peu les choses, donc ça, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette diapo puisque Hélène en a déjà parlé. Les données IPR, ça va être des données intéressantes à prendre en compte dans les diagnostics territoriaux. C'est des données qui permettent d'avoir une image de la qualité des cours d'eau et notamment des peuplements piscicoles sur l'ensemble des rivières de Bretagne. Donc, c'est un jeu de données qui présente l'IPR, des données qui sont disponibles sur le tableau de bord de l'Observatoire de l'eau en Bretagne. Donc, j'ai vu qu'Élodie Bardon était là, donc il y a eu un gros travail de fait entre l'OEB et puis l'OFB pour valoriser l'ensemble de ces données via un tableau de bord et une visualisation interactive. Donc, les poissons, c'est un très bon indicateur des perturbations du milieu. C'est des données qui sont collectées à partir d'une méthode qui est basée sur un protocole de pêche électrique. Et puis, l'IPR, ça va être la note. Au final, ça va être l'écart entre le peuplement observé et le peuplement de référence. Voilà. Donc, pour préciser un petit peu plus les choses et avoir une analyse de l'évolution et des variations des peuplements piscicoles que vous pouvez avoir sur une station, il y a des données qui sont disponibles également en ligne. Alors, il y a bien entendu le tableau de bord de l'Observatoire de l'eau où il y a eu un travail de valorisation de ces données par station, par espèce, qui va vous permettre d'avoir une image en fait des variations des peuplements piscicoles sur les stations qui sont échantillonnées par l'OFB depuis 20 voire 30 ans. Et puis, c'est des données qui sont également disponibles en fait sur Naiad. Alors, c'est anciennement le site image du Conseil supérieur de la pêche. Il y a eu un gros travail dans le cadre du système d'information sur l'eau qui a été fait au niveau national pour valoriser toutes les données sur l'eau et notamment les données des peuplements piscicoles. Donc là, c'est des données qui peuvent être disponibles et téléchargeables par station. Voilà, donc pour la spécificité des cours d'eau bretons, on a beaucoup de données qui concernent notamment le recrutement en jeunes saumons sur les rivières de Bretagne qui accueillent du saumon. Donc vous voyez, ça concerne essentiellement l'ouest de la Bretagne. La grande majorité des cours d'eau finistériens, une grande majorité des cours d'eau costarmoricains et morbihanais accueillent des populations de saumon. Et en Ille-et-Vilaine, le Couesnon est un bassin versant sur lequel on a des belles populations de saumon. Donc là, les fédérations de pêche et l'INRAE, pour le cas du SCORF, recueillent des données pour suivre les abondances en jeunes saumons chaque année. Donc, il y a un réseau de suivi de 260 stations de pêche qui sont échantillonnées chaque année en Bretagne. Donc, ça, c'est des données qui sont vraiment intéressantes puisque le saumon, c'est une espèce qui est parapluie, qui est une très bonne indicatrice en fait, de la bonne qualité et de la qualité de l'habitat et du milieu. Donc, c'est des données qui pourront être mobilisables et intéressantes dans le cadre de ces analyses chimiques. Je vais en parler un petit peu plus spécifiquement après, puisque il y a 2 travaux en fait, qui ont été menés il y a 5-6 ans qui vont vous permettre en fait, de savoir comment analyser, comment triturer ces données de recrutement en jeunes saumons. Merci. Donc, pour l'anguille, alors là, c'est pareil, on a un réseau de suivi qui est un peu plus récent, qui a été initié en 2007 par les fédérations de pêche de Bretagne, où là, on va suivre en fait chaque année le fond de colonisation et l'abondance des anguilles sur les cours d'eau bretons. Donc là, il y a 750 stations de pêche, 650 stations de pêche qui ont été échantillonnées sur l'ensemble des cours d'eau bretons.
et dont 220 qui sont réactualisés, qui sont à nouveau échantillonnés en fait tous les 2 à 3 ans pour avoir une image en fait des variations, notamment de l'abondance des anguilles jaunes sur les rivières bretonnes. Donc ça, c'est des, des données qui sont intéressantes aussi, puisqu'il y a certains cours d'eau sur lesquels on va avoir, notamment, par exemple, des assecs, sur lesquels on va avoir de très, très faibles abondance d'anguilles. Donc voilà, ça peut donner des éléments intéressants également pour identifier la sensibilité des espèces et de faire le lien avec les débits. D'autres données mobilisables, donc là, ça va concerner plus spécifiquement les lamproies marines. Donc là, il y a des suivis de la reproduction de la lamproie marine qui sont réalisés sur quelques cours d'eau bretons. Donc, il y a un suivi qui est réalisé sur le Couesnon depuis 2008, où on va recenser en fait le nombre de nids, le nombre de frayères chaque année pour avoir une estimation de l'abondance des géniteurs de lamproie marine qui colonisent le cours d'eau chaque année. On a un suivi un peu plus récent qui a été mis en place sur tous les cours d'eau morbihanais également pour suivre la reproduction de la lamproie marine. Donc là, c'est des données qui sont disponibles de mémoire depuis 2012. Et puis, on peut avoir des études ponctuelles qui vont permettre d'avoir une idée de la présence et de l'abondance de ces populations de lamproie marine sur certaines rivières. Et puis, en plus de ça, on va avoir des données aux stations de vidéocomptage qui vont nous permettre, en tout cas, de suivre les populations de poissons migrateurs. C'est des données qui sont pas forcément, qui peuvent être intéressantes à noter dans le diagnostic territorial, mais qui ne vont pas forcément être prépondérantes, en tout cas, dans les analyses HMUC et difficiles à exploiter pour faire le lien avec les débits. Mais, voilà. Donc, c'est surtout les données de pêche électrique qui peuvent être intéressantes dans ces études HMUC. Voilà, donc sur les autres espèces, donc là, je vais évoquer notamment les suivis qui sont menés sur la truite fario et le brochet. Donc sur la truite fario, il y a un référentiel qui a été mis en place en 2015 dans les 4 départements bretons par les fédérations de pêche de Bretagne, où il y a environ 60 stations de pêche qui sont échantillonnées chaque année. Donc c'est des stations de référence qui ont été choisies en fonction d'entités hydrogéologiques. Donc, c'est un suivi qui a été mis en place assez récemment. Donc là, les données, elles sont en cours de bancarisation. Elles ne sont pas encore mises à disposition du public, mais il y a tout un travail qui est fait par l'Association régionale des fédérations de pêche pour bancariser, valoriser ces données et les mettre à disposition dans un deuxième temps. Donc après, ça, c'est des données qui sont, je pense, importantes à mobiliser dans le cadre des analyses HMUC. Et là, si vous avez besoin de ces données-là, le mieux, c'est de contacter directement les fédérations de pêche ou l'Association régionale des fédérations de pêche de Bretagne qui pourront vous fournir les données brutes de pêche électrique. Voilà, donc à terme, c'est des données qui seront bancarisées, qui sont cendrifiées, c'est-à-dire que voilà, il y a tout un travail qui est fait pour intégrer ces données dans le système d'information sur l'eau. Donc voilà, j'imagine que d'ici 3 ans, ce travail sera finalisé. Et puis voilà, c'est un suivi qui perdure, qui est vraiment intéressant, notamment pour évaluer l'évolution du recrutement en truite sur tous les petits cours d'eau et puis les ruisseaux de tête de bassin versant. Et pour finir, sur les données piscicoles disponibles, on a également quelques données qui sont disponibles pour suivre en fait la fonctionnalité des frayères de brochet, que ce soit naturelles ou artificielles. Donc là, il y a quelques suivis qui sont menés par les fédérations de pêche de Bretagne sur certains secteurs. Donc là, à ce jour, il n'y a pas les données n'ont pas été forcément centralisées. Il n'y a pas encore une coordination régionale sur la valorisation de ces données-là. C'est un projet qui est en cours. Mais en tout cas, voilà, si vous avez connaissance, s'il y a une problématique brochée sur les territoires sur lesquels vous travaillez, il ne faut pas hésiter à contacter également les fédérations de pêche de Bretagne qui pourront vous fournir les données dont elles disposent. Donc après, voilà, après avoir déterminé les espèces sur lesquelles on va travailler et puis faire une analyse en fait des variations des populations piscicoles,
Ce qui va être intéressant, c'est d'identifier en fait quels facteurs peuvent influencer les variations d'abondance de ces espèces piscicoles. Donc, on va travailler sur les paramètres de débit, hein, bien entendu. Donc là, les données sont disponibles notamment sur la banque hydro de la Bretagne. On va pouvoir travailler sur des données physico-chimiques. Donc là, on a toutes les données qui sont disponibles sur le site OSUR de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et puis, on peut également mobiliser des données qui sont liées à l'altération morphologique. Donc là, Hélène en a parlé tout à l'heure. Hein, sur certains sages, il y a tout un travail qui a été fait pour récupérer, centraliser les données qui étaient liées au recalibrage du cours d'eau. Donc ça, c'est des données intéressantes qui peuvent être mobilisées également. Et puis, donc Hélène en a parlé également tout à l'heure, hein, tout ce qui est impact des ouvrages sur... les ouvrages vont avoir un impact vraiment prépondérant en fait, dans l'évolution et les variations d'abondance des populations, des espèces, notamment des poissons migrateurs. Hein. Là, je parle en particulier du saumon ou de l'anguille. Et là, les données mobilisables sur les ouvrages vont être essentielles. Alors, on a le ministère en fait, met à disposition le référentiel des obstacles à l'écoulement. Sous forme de cartes SIG hein, qui sont mis à jour très régulièrement sur le site data.gouv. Et puis, une autre information qu'on va avoir là plus spécifiquement en Bretagne, hein, qui n'est pas forcément valorisée sur d'autres régions françaises, c'est les ouvrages franchissables, non franchissables. Alors là, je fais un raccourci hein, parce qu'en fait, c'est les ouvrages conformes, non conformes par rapport au classement en liste 2 du L214.17, c'est-à-dire que sur chaque ouvrage, il y a une obligation de mettre en conformité et d'assurer la libre circulation des poissons migrateurs. Et pour cela, l'État en fait, a défini, hein, donc les services des ICM en collaboration avec l'OFB, définissent la franchissabilité, enfin la conformité des ouvrages par rapport à ce classement. Et donc là, il y a toutes ces données en fait, sont disponibles pour la Bretagne. Mais je vais en parler dans la diapo d'après, de mémoire. Donc voilà, donc c'est ce que je disais à l'instant. La conformité des obstacles vis-à-vis du classement en liste 2 du L214.17. Donc là, c'est des données qui sont collectées, analysées par les DTM en collaboration avec l'OFB, qui sont ensuite centralisées au niveau régional par l'Adréal Bretagne. Et puis, nous, en tant qu'association hein, qui coordonne et qui anime hein, tout le réseau des actions menées en faveur des poissons migrateurs. On valorise ces données-là sur le site internet de l'Observatoire. Donc là, on met à disposition pour chaque territoire les ouvrages franchissables, non franchissables, pour notamment les obstacles qui sont classés en liste 2. Donc ça concerne quand même une grande majorité des obstacles en Bretagne. Donc ça, c'est des données qui sont mises à jour tous les ans. Alors moi, je voulais, donc dans l'évaluation de l'impact potentiel des débits et des autres facteurs, il y a différents travaux qui ont été menés, notamment 2 travaux importants hein, qui ont été réalisés. Alors, un travail qui est issu du guide méthodologique de définition des débits minimums biologiques. C'est un travail qui avait été réalisé par Dominique Ambrodan, sur lequel moi et puis une collègue de la Fédération de pêche du Morbihan avons été associés. Donc là, l'idée, c'était d'évaluer en fait l'impact de certains débits sur les variations d'abondance du recrutement en jeunes saumons. Donc le premier travail, ça avait été de définir les débits critiques hein, qui peuvent influencer fortement les évolutions d'abondance. Alors, toute la difficulté de ce travail-là, et vous allez le voir aussi par la suite, hein, c'est bien de définir des valeurs de débit clés, mais encore faut-il savoir quelles données on va pouvoir mobiliser pour avoir une image en fait la plus juste possible et comment on va pouvoir décrire le plus justement possible les débits qui vont impacter les abondances des populations. Donc ça, c'est vraiment toute la difficulté. Donc en 2015, Dominique Ombredan avait défini et mis en évidence 3 débits critiques. Le débit d'étiage, donc là, les données qui avaient été utilisées pour définir le débit d'étiage, c'était la moyenne minimale du débit de 10 jours consécutifs de la période de juin à 5 jours avant la date de pêche. Donc voilà, donc il y a des choix là de données mises à disposition qui sont à faire, qui sont quand même assez délicats.
Mais voilà, en tout cas, sur le débit d'étiage, voilà, les données qui avaient été utilisées. La difficulté aussi, c'est d'utiliser les données de la station de jaugeage qui va être la plus représentative du débit de la station pêchée. Donc ça, c'est aussi une autre difficulté. Une autre donnée qui avait été utilisée, donc là, Hélène en a parlé tout à l'heure également, donc c'est le débit d'automne qui va avoir un impact du coup sur l'accessibilité des frayères pour les géniteurs. Donc là, elle avait utilisé le débit moyen minimum de 5 jours consécutifs maximum pour la période d'octobre à décembre, qui est la période de migration du saumon pour la migration qui va permettre aux géniteurs d'accéder aux zones de frayère. Et ensuite, elle avait utilisé le débit cru, donc le débit moyen journalier maximum de la période de janvier à avril. Là, c'était pour mettre en évidence en fait l'impact potentiellement négatif des crues sur le balayage des frayères. En fait. Donc, effectivement, ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est que le décolmatage des frayères va avoir plutôt un effet positif sur la survie des œufs, mais pour autant, un débit trop important en hiver, notamment sur des périodes courtes, peut avoir un effet négatif en fait sur la survie des œufs. Donc c'est vraiment des questions complexes. C'est jamais évident en fait de savoir quelles données peuvent être utilisées et comment définir en fait les débits les plus critiques, mais il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Donc voilà, c'est ce que je voulais souligner. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats des travaux de Dominique Ambredan qui avaient été réalisés. Moi, je voulais juste en tirer quelques enseignements par rapport à ces travaux. C'est qu'on s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait des données stationnelles qui avaient été utilisées. Attention à l'utilisation attention à l'effet station, en fait, puisqu'on s'était rendu compte avec ma collègue de la Fédération de pêche du Morbihan qu'il y avait certaines stations qui présentaient des particularités sur lesquelles il y a eu des événements en fait, qui étaient survenus les 5 dernières années, notamment l'amélioration de la restauration de la continuité écologique qui avait fait varier en fait, les abondances de jeunes saumons de manière importante et ce n'était pas forcément lié au débit. Donc, voilà, donc attention à la particularité des stations et pour cela, le mieux, c'est vraiment d'associer en fait, les producteurs de données aussi à ces réflexions pour être sûr que les données soient interprétées de la bonne manière. Alors, un autre point qui est quand même important à prendre en compte, c'est l'influence du débit le jour de la pêche. Donc, c'est vrai que là, dans les travaux de Dominique Ambredan, c'est une donnée qui n'avait pas pu être prise en compte puisque la donnée n'avait pas été mobilisable. Pour autant, le débit jour de la pêche peut avoir un impact important. Enfin, on suppose, en tout cas, on fait l'hypothèse que ça peut avoir un impact important sur l'indice en jeune saumon qu'on va obtenir, puisque lorsque les débits sont très faibles, les saumons vont tendance à se concentrer sur un tirant d'eau moins important et du coup, on pourrait avoir une surestimation en fait, de l'abondance. Donc ça, c'est une donnée qui n'avait pas été prise en compte, qu'on a du coup intégrée dans un deuxième temps dans des deuxièmes travaux que je vais vous présenter par la suite. Les travaux de Dominique Ambredan non plus n'avaient pas intégré en fait la dépose d'œufs qui conditionne le recrutement en jeunes saumons, c'est-à-dire que les données d'effectifs d'adultes qui colonisent les rivières chaque année n'avaient pas été prises en compte dans l'analyse, sachant qu'on sait très bien que le recrutement va être influencé par le nombre de géniteurs qui arrivent sur les cours d'eau. Donc voilà, ça c'est un petit biais aussi à ces travaux. Et puis pour certaines, attention aussi, parce que sur certains versants, les données disponibles sont assez courtes, notamment sur quelques rivières. Là, je pense à la Mignonne, le Canfroute, le Flou, c'est des suivis qui sont un petit peu plus récents. Donc attention aussi à l'interprétation, l'analyse de données qu'on peut faire sur des stations où les séries chronologiques sont plus courtes. Donc là, je vais vous présenter rapidement. Donc, suite à ces travaux auxquels on a été associés, on avait proposé en fait de faire un travail un peu plus en profondeur sur l'ensemble de ces données d'évolution de recrutement en jeunes saumons sur les rivières de Bretagne. C'est des données, en fait, on avait fait un gros travail de bancarisation, de cendrification aussi de ces données de pêche électrique. Et du coup, on avait vraiment une base de données qui était mobilisable pour en fait définir l'ensemble des facteurs qui pouvaient avoir un impact sur les variations d'abondance de jeunes saumons en Bretagne.
Donc là, c'est un travail qu'on a fait en 2016 en collaboration avec l'INRAE. On avait pris un stagiaire pendant 6 mois pour nous aider en fait à réaliser ce travail, et c'est un travail qui s'est poursuivi en 2017-2018. On n'a jamais publié les données, le rapport, puisqu'en fait, il y avait pas mal encore de précisions à apporter et on a manqué un peu de temps en fait avec ma collègue de l'INRAE pour finaliser les travaux, mais en tout cas, c'est des travaux qu'on pourrait reprendre sans problème. Donc là, la difficulté, ça a été de définir quels facteurs pouvaient influencer les variations d'abondance. Donc, on a bien entendu défini des variables liées à l'hydrologie. Donc là, contrairement, on n'a pas tout à fait travaillé de la même manière que Dominique Ombredan. Donc là, on a réfléchi un peu plus globalement. Donc, on a pris en compte une valeur de débit de crues propices à la migration à la fois au printemps et à l'automne, qui sont deux périodes de migration importantes, essentielles pour les saumons. Et on a également pris les débits moyens par station pour les périodes de migration au printemps et à l'automne. On a également intégré des variables liées à l'habitat, puisqu'effectivement, l'abondance est fortement influencée par la qualité de l'habitat. On avait des données également disponibles sur la végétation, l'ombrage, le collimatage, la granulométrie. Donc, on a valorisé ces données-là pour voir si ces facteurs avaient un impact sur les évolutions de l'abondance. Et puis, on a intégré la dépose 2, comme je disais, c'était un plus qu'on a pu intégrer avec les données disponibles. On a intégré des variables temporelles, des variables spatiales telles que la distance à la mer. On a également intégré la pente, des variables liées aux obstacles à l'immigration, la surface de production du tronçon, le débit le jour de la pêche de l'indice d'abondance. Voilà, donc on a essayé d'aller un petit peu plus loin que les travaux qui avaient été faits par Dominique. Yael, je me permets de t'interrompre. Il ne te reste pas beaucoup de temps? Oui, j'ai terminé. J'ai plus que 3 diapos. D'accord, merci. Voilà. Donc, les enseignements de cette étude, c'est que finalement, l'influence du débit le jour de la pêche impacte bien en fait les indices de recrutement en jeunes saumons et dans une moindre mesure les coefficients de dépose 2, de débit moyen de printemps et les occurrences d'automne. Donc là, j'évoque seulement les facteurs qui avaient effectivement un impact sur l'évolution du recrutement en jeunes saumons. Toutes les autres variables, en fait, on notait pas n'avaient pas un impact significatif. Et j'ajouterais juste l'importance, je le rappelle, l'importance du choix des données de stations de jaugeage par rapport à la positionnement des stations d'indice d'abondance, puisque là, c'est un travail qui est à faire également. Donc voilà, donc c'est un travail qu'on pourrait reprendre, peut-être repréciser, à voir en fonction des besoins aussi dans le cadre des diagnostics territoriaux, mais voilà. Je voulais juste évoquer, là, je m'écarte un petit peu du volet milieu, on est plus sur le volet géomorphologie des cours d'eau, mais dans le cadre des données toujours sur le saumon, on dispose des cartographies des habitats de juvéniles de saumon sur plus de 2000 km de rivière à saumon. C'est des données qui ont été spatialisées et puis intégrées dans un système d'information géographique qui sont mis à disposition sur GeoBretagne. Donc là, pour aller un petit peu plus loin, si on peut passer la diapo, les données qui sont disponibles, en fait, on a un détail des faciès d'écoulement sur plus de 2000 km de cours d'eau. Là où on va définir les plats lents, les plats courants, les profonds, les radis, les rapides. On note également en fait, le substrat du faciès en question, le taux de recouvrement de la végétation aquatique et l'ombrage. Donc je pense que ça, c'est des données qui sont essentielles dans le cadre des analyses HMU que vous pouvez télécharger très facilement sur le site de GeoBretagne. Donc voilà, juste un petit zoom là sur les données qui sont issues de GeoBretagne. Donc vous avez un détail des faciès d'écoulement pour chaque rivière où on a la présence de saumon atlantique. Voilà, donc merci. Alors, c'était un aperçu un peu global en fait sur les données disponibles. Forcément, j'ai beaucoup axé sur les poissons migrateurs, sur les données saumon, parce qu'effectivement, on a une quantité très importante de données. Et voilà, n'hésitez pas à me recontacter, revenir vers moi ou revenir vers les fédérations de pêche si vous souhaitez plus de précisions sur ces données et comment elles peuvent contribuer à vos travaux. Voilà, merci.